On va pouvoir commencer du coup. Je m'appelle Célestine Rabouam, donc je suis doctorante à l'Institut français de géopolitique et au sein du centre de recherche Géode pour géopolitique de la datasphère, donc qui s'intéresse aux enjeux de la révolution numérique. Donc là, je suis actuellement en train de terminer ma thèse. Et cette thèse, elle porte sur l'évolution des logiques de dépendance technologique dans l'Arctique canadien, et plus précisément donc sur l'évolution de la dépendance aux satellites en tant que système de télécommunication et aux acteurs et aux infrastructures situés au sud du Canada et plus spécifiquement aux États-Unis. Voilà. Et l'objectif de ma thèse, c'est de montrer que l'arrivée en phase opérationnelle de la constellation de satellites Starlink renforce aujourd'hui ces deux logiques de dépendance technologique dans l'Arctique canadien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite partie de mes recherches qui vise à analyser les éléments sur lesquels se fonde la perception selon laquelle Starlink est aujourd'hui devenue un peu une solution incontournable et un peu clé en main pour les territoires en proie à un besoin immédiat de connectivité Internet, donc que ce soit en cas de crise environnementale, climatique ou sur un théâtre d'opérations militaires, mais aussi dans des territoires isolés comme c'est le cas dans l'Arctique canadien par exemple. Voilà, donc je vais, à travers plusieurs exemples je vais essayer de vous montrer qu'on a donc plusieurs éléments. Donc déjà, d'une part, l'architecture technique de la constellation, euh, mais aussi le modèle économique qui a été choisi par l'entreprise américaine, donc SpaceX, et la stratégie de communication. Donc on va un peu parler de la manière dont communiquent Elon Musk et SpaceX sur cette constellation de satellites. Et comment en fait le mode de déploiement qui a été choisi et privilégié par cette entreprise ont favorisé cette perception donc de la constellation comme étant une solution incontournable. Voilà. Donc pour commencer, je vais un peu essayer de revenir et de vous donner un peu de contexte sur les communications par satellite. Et pour commencer, on va déjà commencer dans les années 60. Donc les premiers systèmes de télécommunication par satellite. Ils sont développés dans les années 1960, donc c'est durant la guerre froide. Et les premiers satellites de télécommunication qui vont être dédiés donc à connecter des territoires isolés ou dans lesquels on ne peut pas, ou alors difficilement installer des infrastructures terrestres, ça va être des satellites en orbite géostationnaire. Donc un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui est situé qui est envoyé dans l'espace à une altitude de 36 000 km. Et c'est une altitude qui est très pratique pour les télécommunications, puisque le satellite, quand il est à cette altitude, il tourne à la même vitesse que la Terre. Enfin, il tourne autour de la Terre en suivant la rotation de la Terre. Et donc, grâce à ça, il va toujours pouvoir couvrir les mêmes zones géographiques. Et cette distance qui va séparer les utilisateurs et le satellite, elle va aussi permettre au satellite d'avoir des grands faisceaux de couverture et donc de couvrir de très vastes territoires. Et donc, bon, là, par exemple, je vous ai mis une petite carte. C'est le satellite Anik F2 de l'opérateur canadien Telesat. Et vous voyez que donc, c'est des satellites qui permettent de couvrir de très vastes zones géographiques. Donc, c'est le principal avantage de ces systèmes. Donc c'est pour ça qu'ils vont être favorisés au début et ça va être vraiment les satellites qui vont être le plus utilisés dans les années 60, enfin d'ailleurs jusqu'à très récemment. Cette distance entre l'utilisateur et le satellite, elle va se traduire par une latence, donc une vitesse de connexion pour les communications, donc pour Internet, mais aussi pour les communications téléphoniques ou autres. Donc une latence qui va être beaucoup plus importante. La latence, c'est par exemple quand vous êtes sur votre navigateur, le temps, quand vous cliquez sur une page Internet, le temps que va prendre la page Internet à s'afficher devant vos yeux. Et donc, plus on va avancer dans le temps, plus cette latence elle va poser des problèmes puisqu'elle va plus du tout correspondre aux besoins contemporains des utilisateurs. Et d'ailleurs, dès les années 80-90, les opérateurs de satellites ils vont commencer à s'intéresser aux orbites terrestres basses. Donc, je change de diapo. Donc des orbites qui vont être plus proches de la Terre et qui vont permettre de réduire la latence des communications. Et donc dans les années 80-90, on a plusieurs opérateurs de satellites qui vont lancer des projets de constellation. Donc en fait, ces projets ne sont pas nouveaux, sauf que cette première salve de projets, elles vont toutes quasiment tomber en faillite. Et il y a seulement deux projets, donc Globalstar et Iridium, que vous connaissez peut-être,
qui vont survivre, mais qui vont survivre surtout grâce à d'importants financements et subventions américaines, principalement du Pentagone, qui vont permettre à ces deux constellations de survivre. Mais sinon, finalement, cette première salve de constellations se traduit quand même par un échec assez important, notamment en raison du fait que à cette époque-là, le coût de lancement des satellites était très important et du coup pesait sur tous ces projets et ne leur permettait pas de trouver une viabilité économique. Donc c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné à ce moment-là. Mais deuxième petit point, pour vous expliquer un petit peu la différence entre les satellites géostationnaires, donc à 36 000 km d'altitude, et les constellations de satellites en orbite basse. La principale différence, c'est que quand on rapproche un satellite de la Terre, donc je vous parlais de la vitesse du satellite en orbite géostationnaire, donc qui va permettre de suivre la rotation de la Terre, plus on se rapproche de la Terre, plus le satellite il va tourner vite. Et donc plus il va tourner vite, plus on va aussi avoir besoin de multiplier le nombre de satellites pour pouvoir en fait couvrir des zones géographiques assez larges. Et également, ces satellites, ils vont avoir des faisceaux de couverture, donc des faisceaux d'émission et de réception des signaux, qui vont être beaucoup plus restreints, beaucoup moins larges que ceux des satellites géostationnaires. Et c'est pour cette raison que les constellations de satellites donc, sont composées de plusieurs centaines, voire de milliers de satellites pour permettre une couverture globale. Désolée, je bois un petit peu d'eau. Et donc, à partir du début des années 2010, on va avoir de nouveaux projets de constellation qui vont être lancés. Donc, on a d'abord O3B. Donc, ces projets de constellation, ils sont principalement menés par des milliardaires américains, des entrepreneurs de la tech principalement. Et Greg Weiler est le premier à fonder O3B en 2012. Et en 2015, il quitte O3B pour fonder OneWeb. Et quelques mois plus tard, Elon Musk, via SpaceX, lance le projet Starlink. Ensuite, on a d'autres projets qui vont suivre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les deux seules constellations de satellites dédiées au haut débit qui sont opérationnelles sont les constellations OneWeb et Starlink. Et donc, l'avantage de ces constellations, c'est que maintenant, elles permettent de réduire fortement la latence des communications, donc cette vitesse de connexion à Internet. Et donc, elles permettent aussi de renouveler les usages qui sont possibles avec ces satellites, et notamment d'avoir de nouvelles possibilités d'intervention, notamment dans des territoires en proie à un besoin immédiat. Je suis désolée, j'ai besoin de boire de l'eau, excusez-moi. Voilà, désolée. Donc, ils vont permettre de nouveaux usages. Et dans ce domaine-là, Starlink va avoir un avantage important par rapport à son concurrent OneWeb. Donc, comme je vous disais, c'est les deux seules constellations qui sont actuellement opérationnelles. Starlink, en fait, utilise des liens optiques intersatellites dans sa constellation. La constellation OneWeb, elle va fonctionner un peu comme des satellites géostationnaires. Donc, les données vont aller et redescendre entre les satellites et les infrastructures terrestres, puisque une communication par satellite ne fonctionne pas d'elle-même, elle a besoin d'infrastructures terrestres. Alors que la constellation Starlink, elle, va utiliser des liens optiques entre les satellites pour les connecter entre eux, et donc pour permettre aux données de circuler plus rapidement dans le réseau et d'atteindre aussi plus rapidement les infrastructures terrestres. Mais ça permet aussi à Starlink d'avoir beaucoup moins besoin d'installer des infrastructures terrestres sur lesquelles va s'appuyer son réseau. C'est-à-dire, par exemple, que si, disons qu'on est à Saint-Dié-des-Vosges et qu'on a besoin d'un accès rapide à Internet puisque toutes les communications ont été coupées, et bien même si il n'y a pas de station au sol Starlink dans les environs, et bien Starlink a juste besoin de vous envoyer un terminal et vous connectez. Et les données, elles vont circuler du terminal jusqu'à un satellite qui va passer à proximité, puis entre les satellites de la constellation et redescendre dès qu'ils vont capter une station au sol proche. Ça peut être en Allemagne ou au Royaume-Uni, peu importe, mais la station la plus proche est remontée dans l'espace. Un petit problème cependant, c'est que ce routage entre les satellites, il est très opaque. On a peu d'informations pour comprendre comment il fonctionne, puisque c'est un routage propriétaire et c'est privé. Enfin, c'est Starlink qui en détermine les modalités. Et donc, on ne sait pas vraiment comment, par où exactement ça passe. Donc ça, c'est une première difficulté qu'il faut un peu garder en tête.
Et donc, mais cependant, ces liens optiques intersatellites, ils confèrent à Starlink un atout particulièrement important par rapport à OneWeb. Et d'ailleurs, ça a permis à Starlink d'intervenir dans de nombreux contextes de crise ou de contextes dégradés, on va dire, où les infrastructures terrestres avaient été touchées. Par exemple, en 2021, durant les inondations en Allemagne, Starlink est intervenu pour rétablir les communications. Durant les feux de forêt au Canada, qui ont touché aussi des infrastructures terrestres, Starlink a pu intervenir aussi très rapidement. Durant l'ouragan Hélène aussi aux États-Unis. Et d'ailleurs, quand Starlink a mis à disposition ces terminaux durant l'ouragan Hélène, Donald Trump l'avait même qualifié de héros, en disant qu'il sauvait des vies grâce à son système. Et donc, on va venir juste après à un autre point qui me paraît très important à noter, c'est que le système Starlink, contrairement à OneWeb, où si par exemple on parle d'Orange, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent le patron d'Orange dans la salle. Bon, moi personnellement, je ne saurais pas vous dire son nom. On le connaît peu, alors que quand on parle de Starlink, tout le monde sait que derrière Starlink, il y a Elon Musk. Et Elon Musk, c'est un personnage quand même assez particulier. Alors s'il restait quand même un personnage un peu loufoque de la tech il y a quelques années, aujourd'hui il a pris une place politique de plus en plus importante et il a acquis une influence politique de plus en plus importante. Et on se rend aussi compte que derrière la plupart de ces projets, de la plupart de ces initiatives, de ces entreprises, il y a une forte personnification d'Elon Musk et même une stratégie de communication qui vient un peu renforcer l'idée qu'Elon Musk serait une sorte de sauveur de l'humanité. Et c'est quelque chose qui justement transparaît beaucoup avec la stratégie de communication autour de Starlink et de l'intervention de Starlink dans des contextes dégradés. Voilà, ça me paraissait important de le souligner. Et voilà, et tout ça pour vous dire que cette image de sauveur de l'humanité, ça fait plusieurs années que Elon Musk tente de la construire autour de sa personne, mais aussi autour des projets qu'il développe. Et cette stratégie, elle s'inscrit aussi dans un contexte d'évolution de la culture de l'aérospatiale, qui est incarné par ces nouveaux entrepreneurs, donc Elon Musk, mais aussi Jeff Bezos, pour qui la conquête spatiale n'est plus seulement un enjeu scientifique ou géopolitique uniquement, mais aussi presque une mission quasi messianique et existentielle pour l'humanité. Et d'ailleurs, le patron de SpaceX, je ne vous conseille absolument pas ce livre, mais le patron de SpaceX affirme notamment dans ce livre que la colonisation de Mars et la création d'une civilisation multiplanétaire seront les seules garanties de survie à long terme de l'humanité. Et ce récit-là, ce narratif, il vise à renforcer cette perception d'Elon Musk comme étant une sorte, comme je vous le disais, de sauveur de l'humanité. Ça se traduit aussi dans ces entreprises. Donc on a SpaceX qui construit des fusées. On a également Tesla qui, vous le savez probablement, construit des voitures, mais ne construit pas seulement des voitures. Tesla construit aussi des robots humanoïdes qui sont censés préparer la venue de l'homme sur Mars. Et on a également l'entreprise Neuralink qui vise à augmenter les capacités des êtres humains. Donc tous ces projets renforcent en fait cette idée d'un Elon Musk qui viendrait vraiment apporter des solutions pour que l'humanité puisse perdurer des millénaires encore. Et donc ce discours, il s'inscrit aussi dans une logique de solutionnisme technologique qui renvoie aussi, j'imagine, ça vous fait écho à l'imaginaire des science-fiction, duquel s'inspirent de nombreux entrepreneurs de la tech d'ailleurs. Et parallèlement, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais Elon Musk est souvent comparé à Iron Man. Et il adore s'amuser de cette image et en jouer, et c'est quelque chose qu'il met souvent en avant, que ce soit dans des mèmes, sur son réseau social X. Enfin voilà, donc c'est aussi assez amusant. Et parallèlement, Elon Musk incarne aussi et prône une vision très libertarienne qu'il diffuse fréquemment sur son réseau social X et qu'il tente d'appliquer à ses projets. Et par exemple, je vous ai mis là un tweet de Starlink en mars 2022. En fait, en réponse aux demandes de gouvernements occidentaux de bloquer des contenus russes sur son réseau Starlink au moment de l'invasion de l'Ukraine,
Musk déclarait qu'il n'obéirait à ces demandes que sous la menace d'une arme et qu'il était désolé d'être un absolutiste de la liberté d'expression. Et ces déclarations, elles soulignent d'ailleurs l'influence croissante de Musk sur les décisions qui sont prises sur son réseau satellitaire Starlink, puisqu'en fait, il a un pouvoir de décision assez important. Ça s'est d'ailleurs traduit en quelques mois plus tard lorsqu'il a décidé d'interrompre une attaque de drone en mer Noire sur la flotte russe. Donc il a un pouvoir de décision très important sur le réseau, et donc ça nous amène aussi à se questionner sur la manière dont il peut potentiellement en faire un miroir de l'idéologie qu'il transmet et qu'il incarne, donc très libertaire, etc. Et d'ailleurs, au Brésil, l'année dernière, il avait aussi déclaré, parce que la plateforme X avait été interdite au Brésil, et il avait déclaré, il avait fait marche arrière parce qu'il avait compris que ça ne lui servirait pas finalement, mais il avait quand même déclaré que s'il le souhaitait, il pouvait continuer à donner accès au réseau X sur son réseau Starlink. Ce qui montre bien aussi la dimension un peu, ça se rejoint entre toutes ces entreprises. Et donc la médiatisation du déploiement de Starlink et dans les territoires touchés par des crises climatiques et environnementales. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à Mayotte, durant le passage du cyclone Chido, il y a eu une forte médiatisation du fait que Starlink soit intervenu pour, encore une fois, sauver la situation et venir en aide à la population touchée par le cyclone. Et donc tout ça vient vraiment alimenter une figure héroïsée de Musk et une représentation de l'utilité presque humanitaire de sa constellation Starlink. Et que ce soit en Ukraine ou dans des territoires qui subissent des crises environnementales ou climatiques, la mise en scène récurrente d'un sauvetage s'inscrit dans un processus de légitimation des activités d'Elon Musk et de ses entreprises. Et elles sont soit sollicitées, soit spontanées, c'est-à-dire que c'est soit un gouvernement ou des acteurs politiques qui vont solliciter Elon Musk, soit c'est Elon Musk directement qui va publier sur X ou un communiqué via Starlink en disant « Nous offrons le service Starlink à cette région pour venir en aide aux populations touchées et aux services d'aide au rétablissement des communications, etc. » Dans les deux cas, encore une fois, ça légitime les activités d'Elon Musk et ça vient finalement capitaliser sur des situations de vulnérabilité pour permettre à Musk et à Starlink d'affirmer la valeur stratégique de son service satellitaire. Et d'ailleurs, on s'est bien rendu compte, l'Union européenne a lancé en décembre 2024 les projets pour sa propre constellation souveraine, une constellation européenne, et c'est d'ailleurs directement en réponse à la prise de conscience du rôle extrêmement important qu'a joué Starlink en Ukraine. Et à la volonté de ne pas dépendre d'un seul acteur pour ce type de communication et ce type de besoin de connectivité extrêmement stratégique. Et le cas ukrainien, il est d'ailleurs particulièrement emblématique de cette stratégie, puisque dès le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le PDG de SpaceX est publiquement interpellé sur X, donc anciennement Twitter, par le vice-premier ministre ukrainien, qui lui demande, clairement, maintenant que vous essayez de coloniser Mars, est-ce que ça vous dirait pas plutôt de venir nous aider, nous, d'abord ? Et dans un geste hautement médiatisé, je vous ai mis qu'un tweet, mais derrière, il y a eu de nombreux tweets d'Elon Musk envoyant des photos, des terminaux qui étaient à destination de l'Ukraine, etc. Donc ça a été un geste qui était vraiment très médiatisé. Elon Musk s'est placé un peu comme celui qui venait sauver la situation, en tout cas sur le plan de la connectivité en Ukraine et du besoin de connectivité, notamment pour les forces armées ukrainiennes. Et d'ailleurs, Elon Musk, à plusieurs reprises derrière, affirmé que sans lui et sans sa constellation, l'Ukraine aurait été bien, enfin, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour l'Ukraine. Et par exemple, il a notamment affirmé que la ligne de front ukrainienne s'effondrerait totalement si Starlink n'était pas là, et que c'était lui et son système Starlink, donc c'est vraiment son système Starlink, donc c'est quand même assez important de le souligner, qui avait permis de, encore une fois, sauver la situation. Mais évidemment, puisque évidemment en Ukraine, il a offert également le service pendant plusieurs mois, il a offert des terminaux Starlink. Cependant, ça a quand même été rapidement,
ce soutien qui semblait désintéressé a rapidement été relativisé, puisqu'il faut savoir que 85% des terminaux et une part importante des abonnements est en réalité financée par les gouvernements américains et polonais. Et d'ailleurs, c'est le vice-président du Conseil des ministres polonais qui avait repris Elon Musk pour lui dire non, en fait, nous, on paye pour le service en Ukraine. Voilà, bon, je vous laisse apprécier la réponse d'Elon Musk. Et donc, mais ce qui est important, moi, ce qui me semble important, c'est que ce discours, il est vraiment centré sur sa propre capacité d'action. Et ça lui permet encore une fois de consolider son image de sauveur de l'humanité. Et dont, en fait, et d'ailleurs, c'est en partie vrai, dont les décisions structurent en fait l'aide qui va être apportée aux territoires qui sont effectivement en proie à un besoin urgent de connectivité. Et d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, durant la période de l'ouragan Hélène aux États-Unis, Donald Trump avait littéralement déclaré que Elon Musk sauvait des vies. C'est quand même un terme assez fort, sauver des vies avec son système Starlink, et que c'était grâce à lui qu'ils avaient pu rétablir les situations et aider les sauveteurs durant le passage de l'ouragan Hélène en Caroline du Nord. Donc cette stratégie de communication, elle a été diffusée et utilisée dans plusieurs cas de réponse à des crises environnementales et climatiques. Là, je vous ai mis plusieurs exemples, mais ça a été notamment le cas à Los Angeles. Je ne sais pas si vous vous souvenez des feux de forêt très importants qui ont ravagé la région, mais aussi au Canada en 2023 et en 2025. Starlink a apporté gratuitement, encore une fois, des terminaux et des abonnements gratuits aux régions qui étaient touchées. On a aussi eu d'ailleurs le cas dans les îles Tonga après l'éruption d'un volcan, et aussi à Hawaï pour des feux de forêt. Enfin bref, je pense que si on peut creuser, il y a énormément de cas dans lesquels Starlink est intervenu de cette manière-là, donc en offrant les services. Mais une petite chose qu'il ne mentionnait pas forcément au moment où il offrait les services, c'est que ces services étaient offerts dans un temps limité. Et d'ailleurs, ça a été quelque chose qui a été reproché à Starlink, c'est-à-dire que durant l'ouragan Hélène, il a offert le service aux populations qui étaient touchées. Et au bout d'un mois, le service est passé payant, donc les gens se sont vus en fait débiter le service. Et en fait, c'est un peu tout le côté un peu stratégique de cette manière de faire, cette stratégie de déploiement, c'est qu'une fois que que Elon Musk a envoyé ses terminaux à donner les services gratuitement, les gens ont déjà les terminaux, et donc du coup ils dépendent, quelque part il y a une facilité à entretenir et à continuer de s'appuyer dessus, ce qui de un bénéficie à l'entreprise parce que du coup elle consolide sa présence commerciale dans ses territoires, et de deux, voilà, c'est une facilité. Ils ont déjà des terminaux qui coûtent quand même particulièrement cher, hein. Ils coûtent environ $500, donc c'est pas rien. Donc effectivement, c'est une stratégie qui lui permet de s'ancrer en fait finalement durablement dans des écosystèmes locaux. Et au Canada, d'ailleurs, pour vous parler un petit peu d'un territoire que je connais un petit peu plus, où j'ai fait beaucoup de terrains de recherche, en fait, c'est le Starlink, des événements ponctuels comme ça, ont fait de Starlink un élément indispensable et même central de la solution de résilience de certains territoires, et notamment dans le Nord. Puisqu'en fait, quand il y a eu des feux de forêt en 2023 et en 2025, les câbles ont été coupés, donc les seules manières d'accéder à Internet, c'était via Starlink. Et donc les services de pompiers, les hôpitaux, les services de police, la plupart des services d'urgence et les services routiers ont toujours maintenant des terminaux Starlink qui gardent en urgence au cas où, et au moindre problème, ils peuvent s'appuyer dessus. Et on a d'ailleurs de nombreux services critiques qui dépendent aujourd'hui complètement du service Starlink, ce qui a été pointé du doigt à plusieurs reprises ces derniers mois au Canada, notamment en raison des tensions diplomatiques entre les deux pays depuis janvier 2025. Donc cette stratégie de communication et de déploiement, elle répond finalement à un double objectif. Donc, d'une part, elle permet de démontrer la flexibilité et la rapidité d'intégration du réseau Starlink dans des contextes dégradés. Mais d'autre part, elle permet aussi de renforcer la visibilité publique et la crédibilité de l'entreprise.
Et à terme, donc, comme je vous le disais, elle permet d'ancrer durablement Starlink dans les écosystèmes numériques des territoires qui sont touchés par ces crises, qu'elles soient donc militaires ou environnementales. Et comme je vous l'expliquais au début de la présentation, la généralisation de l'utilisation de la constellation Starlink, elle s'explique aussi par la capacité de déploiement rapide de l'entreprise. Et cette capacité, elle est permise par l'architecture technique. Donc, comme je vous disais, ces liens optiques intersatellites qui lui permettent de ne pas avoir besoin d'infrastructures terrestres partout où il va pouvoir proposer des services. Mais aussi par un facteur très important qui est la capacité de contrôle total de SpaceX sur le réseau. C'est-à-dire que SpaceX contrôle la construction de cette... construit les satellites plutôt, ensuite il les lance dans l'espace, ensuite il les opère et ensuite il vend directement le service aux utilisateurs. Et ça lui permet de décider finalement tout ce qui se passe de bout en bout du fonctionnement du réseau. Et ça lui permet d'intervenir très rapidement puisqu'il n'a pas besoin d'intermédiaire pour dire demain, vous avez besoin de services Internet dans ce contexte-là. Très bien, tant que l'État me donne la licence et l'autorisation de déployer mon service, c'est la seule chose dont j'ai besoin. Et après, il envoie ses terminaux et il peut déployer le service. Alors que OneWeb, son concurrent direct, a besoin d'intermédiaires et a besoin d'infrastructures au sol. Donc c'est un déploiement qui est beaucoup moins rapide, alors que c'est précisément ce dont on a besoin dans un cas de crise environnementale où on a besoin de rétablir rapidement les communications. Je vous ai mis une petite infographie du Monde que j'avais contribué à conceptualiser il y a quelques mois, qui montre un petit peu tout ça. C'est peut-être un petit peu compliqué de tout, j'ai peut-être pas forcément le temps de vous l'expliquer, mais c'était pour vous mettre une jolie illustration. Voilà. Et donc, on a ce contrôle très fort de SpaceX sur la constellation qui lui permet d'arriver très rapidement et de proposer très rapidement en fait une réponse à une situation de crise. Et en plus de ça, comme je vous le disais, donc les liens optiques intersatellites permettent donc de ne pas avoir à s'appuyer sur des infrastructures terrestres. Donc c'est le déploiement en cas de crise, vous l'avez au milieu. Voilà. Mais cette banalisation du recours à Starlink, elle tend aussi généralement à négliger les approches des acteurs locaux et les logiques de dépendance qu'elles vont engendrer, notamment pour les utilisateurs qui, comme je vous le disais, vont avoir le service gratuit pendant un mois et après vont devoir payer le service. D'ailleurs, sur le fait que ça ne prend pas en compte les approches des acteurs locaux, donc des fournisseurs d'accès Internet et des opérateurs qui sont déjà sur le territoire, on a un exemple assez frappant et d'ailleurs qui nous concerne directement puisque c'était, donc je vous parlais de Mayotte tout à l'heure, eh bien, l'ancien Premier ministre François Bayrou, lors du passage du cyclone Chido à Mayotte, avait choisi, par exemple, de s'appuyer en priorité sur Starlink pour assurer le rétablissement des communications d'urgence sur l'île. Et cette décision, elle avait été très fortement critiquée par les opérateurs sur place. Alors, je crois que c'est celle d'après. Oui, voilà, c'est là. Et c'était le directeur des affaires publiques du groupe Orange qui avait notamment expliqué sur le réseau X que ce choix en fait, de mettre en place la solution Starlink avant de chercher à résoudre la situation avec Orange, qui est l'opérateur local le plus important sur place, ça avait eu des conséquences directes sur la manière dont ils avaient pu rétablir, eux, leur système de communication, puisqu'en fait, les générateurs électriques ont été en priorité donnés à Starlink, alors qu'eux avaient besoin de générateurs pour rétablir leur réseau sans fil, et alors même qu'en fait, avec 1 ou 2 générateurs de plus, ils auraient pu rétablir quasiment aussi vite les communications. Et donc, ça avait été plutôt compliqué à ce moment-là pour Orange de pouvoir faire son travail finalement. Et par ailleurs, le manque de reconnaissance dont avaient fait preuve les acteurs politiques vis-à-vis des acteurs locaux en place qui essayaient de rétablir les communications, ça avait été aussi pris comme un signe d'une incompréhension politique des dépendances que ça allait engendrer de laisser entrer Starlink sur ce marché-là, alors qu'en fait on sait que Starlink est d'autant plus dans ce type de territoire où on peut encore avoir de la dépendance au satellite, un acteur qui est particulièrement concurrentiel, et donc le laisser rentrer de cette manière-là en offrant les services, en offrant des terminaux, renforce ça sans se questionner sur les logiques de dépendance que ça va engendrer derrière.
et donc aussi toutes les questions de souveraineté numérique qui en découlent également. Dans le cas du cyclone Chido à Mayotte, cette décision politique, elle s'est aussi traduite par un renforcement de la perception, du lien en fait entre Elon Musk et la constellation Starlink. Et médiatiquement, moi, je vous ai mis quelques articles, mais il y en a eu plein d'autres. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit la plupart du temps à chaque fois dès que Starlink intervient dans une situation de crise environnementale. C'est des articles qui disent que c'est le réseau d'Elon Musk qui vient sauver, encore une fois, une situation, qui vient au secours de Mayotte. Donc voilà, qui offre, donc Starlink qui offre des kits satellitaires. Donc il y a vraiment une dimension où on place Elon Musk comme, encore une fois, le sauveur d'une situation de crise. Et comme je vous le disais, donc cette représentation, elle contribue aussi à renforcer la pénétration commerciale de l'entreprise dans ces territoires, et elle transforme aussi les équilibres qui existent entre les opérateurs locaux, puisqu'en fait, on vient introduire un acteur hautement concurrentiel en plus permettant à cet acteur d'offrir des terminaux, donc d'offrir en fait la possibilité à des utilisateurs de changer de service, de ne plus dépendre d'un fournisseur d'accès Internet local. Donc ça peut aussi avoir des impacts sur les marchés locaux et les écosystèmes numériques locaux. Voilà. Bon, je vais conclure rapidement. Comme ça, si vous avez des questions, on peut passer aux questions après. Donc en juillet 2025, Starlink avait plus de 6,2 millions d'abonnés à travers le monde, ce qui est une croissance assez rapide. Et l'utilisation massive de ce système dans des contextes de crise et les logiques de dépendance qu'elles vont engendrer ont fortement renforcé l'influence politique et technologique à la fois d'Elon Musk. Or, comme vous pouvez le voir, mais comme vous, j'imagine, vous en doutez déjà un petit peu, Elon Musk n'est plus seulement aujourd'hui considéré comme un acteur qui agit uniquement pour des intérêts privés qui se limitent au profit économique de ces entreprises. Il est très proche de personnalités et de partis politiques d'extrême droite, en Italie, au Brésil, en Allemagne. Mais on a aussi vu qu'il avait également été l'un des personnages principaux des premiers mois du mandat de Donald Trump aux États-Unis. Et il contribue activement à diffuser ses idéologies. Et il a d'ailleurs même annoncé la création de son propre parti politique en juillet 2025, après avoir été écarté de l'administration Trump, ce qui nous laisse en fait nous questionner sur l'enjeu en fait d'un acteur qui devient de plus en plus politique de contrôler un réseau qui va être utilisé et dont on va être de plus en plus dépendant dans des contextes de vulnérabilité où on a un besoin urgent de connectivité. Voilà. Et d'autant plus que la compréhension limitée de l'architecture technique de la constellation, l'architecture d'ailleurs qui est très opaque, maintenue opaque volontairement par l'entreprise, et qui est largement soustraite aussi dans certains cas au contrôle des États, accentue en fait le risque de politisation du réseau. Et voilà, je vais vous laisser sur ça. Merci. Pardon. Excusez-moi. Je voulais savoir, donc vous expliquez tout l'intérêt du réseau Starlink dans les situations de crise, de conflits, etc. Mais dans la vie normale, quelle raison on a de faire appel à ce réseau quand tout marche normalement? Oui, alors, justement, en fait, c'est vrai que chez nous, c'est pas forcément... Enfin, à part dans quelques zones blanches, c'est quand même pas forcément quelque chose qui va nous venir instinctivement de nous appuyer sur Starlink. Surtout qu'en France, on est quand même un territoire qui est géographiquement assez restreint, donc on a quand même des réseaux de télécommunications assez développés, des réseaux de fibres, donc des réseaux terrestres. En revanche, dans des territoires, par exemple, moi je travaille sur le Canada et je travaille spécifiquement sur l'Arctique canadien. Et là-bas, c'est très compliqué d'installer des infrastructures terrestres. Et on a par exemple un territoire sur lequel je travaille, c'est le Nunavut, qui est un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, où il n'existe aucune infrastructure terrestre de télécommunication, aucune route d'ailleurs aussi pour relier le territoire au reste du pays. Et donc dans ces territoires-là,
Starlink, c'est finalement une solution qui s'impose, puisqu'en fait, ces territoires sont bloqués dans des connexions Internet, donc au système satellitaire géostationnaire depuis les années 70 finalement, et eux, leur capacité d'accès au réseau numérique est de plus en plus restreinte, et on pourrait se dire, bon, ça pourrait suffire. Mais en fait, aujourd'hui, Internet, c'est quand même un endroit où se déroulent beaucoup de débats politiques, démocratiques, et l'accès à Internet est de plus en plus considéré aussi par les États comme un droit à donner à la population, et donc c'est aussi un enjeu d'équité. Donc en fait, Starlink arrive dans ces territoires-là et est extrêmement utile parce qu'il permet de réduire en fait les inégalités numériques entre populations d'un même pays. Mais en France, je connais des gens qui ont des Starlink, enfin des terminaux Starlink parce qu'ils sont dans des zones où il n'y a pas la fibre. Donc ça peut aussi être utile en France, je pense. Enfin, utilisé en tout cas. Oui, bonjour. Vous nous avez parlé d'Iris, un système européen, opérationnel en quelle date et de quel type sera-t-il? Est-ce qu'il sera plutôt du type Starlink ou OneWeb? Oui, alors Iris au carré, Iris 2, c'est donc les travaux ont été lancés en décembre 2024. On n'a pas encore de date de lancement officielle, mais je crois que le lancement n'aura pas lieu au moins, enfin en tout cas c'est sûr, ce sera pas avant 2027. Donc c'est des projets qui mettent du temps quand même à se développer, d'autant plus que comme je le disais, SpaceX a quand même la capacité a les capacités en fait, a les capacités de construction des satellites, a les capacités de lancement les moins chères au monde, a des cartes en main qui lui ont permis de développer très rapidement le réseau. Là où en plus un projet qui comprend plusieurs États, plusieurs industries, ça peut être un peu plus lent à mettre en place. Donc en tout cas c'est sûr pas avant 2027, peut-être 2030 j'imagine. Et le modèle technique, donc évidemment, je pense que ça paraît, de plus en plus tous les projets qui sont annoncés maintenant de constellation visent à intégrer les liens optiques intersatellites dont je vous parlais, parce que c'est un peu ce qui fait la force du système Starlink, on va dire, c'est qu'ils permettent justement une espèce de résilience intrinsèque au réseau, puisqu'en fait, disons qu'on a même si on a une infrastructure terrestre, une station au sol qui est touchée par une cyberattaque ou qui est endommagée en cas de guerre, je ne sais pas, eh bien, le réseau peut continuer à fonctionner en s'appuyant sur d'autres stations passerelles au sol. Et donc, ça, c'est un atout énorme. Et donc, oui, la constellation européenne compte en tout cas intégrer les liaisons optiques intersatellites, mais comme la majorité des projets aujourd'hui cherchent à le faire. Alors là, le réseau européen, je crois que c'est principalement pour des communications gouvernementales sécurisées et pour les armées. Je ne peux pas prédire, mais on verra. Merci. Bonjour, c'était très intéressant. Est-ce que Elon Musk, il a un concurrent dans le monde actuellement, à part l'Europe? Non, non, de concurrent direct au niveau de la constellation, non. Enfin, ça fait des années que du coup, il y a quand même on nous oppose Jeff Bezos et Elon Musk, mais la constellation qui est développée par Amazon, donc Kuiper, elle a été annoncée beaucoup plus tard. Elle a été annoncée en 2019, là où celle de Starlink a été annoncée en 2015, fin 2015. Et donc pas vraiment, puisqu'en fait, ils ont que quelques satellites qui ont été lancés. En tout cas, pour l'instant, non. En termes de constellation haut débit, Starlink, et d'ailleurs, c'est malheureusement, peut-être pas malheureusement, c'est pas à moi de dire ça, mais en tout cas, c'est pour l'instant la constellation qui fait le plus d'utilisateurs, qui est la plus utilisée. Merci. Je voulais vous demander, par rapport au système d'opacité dont vous nous parliez, est-ce que vous avez plus de précisions concernant les ingénieurs auprès desquels ils s'adressent, s'ils sont tous de nationalité états-unienne, s'ils ont une loyauté à tout faille, enfin à tout rang, ou pas du tout, justement? Est-ce que là aussi c'est opaque? Et si vous avez une réponse positive, est-ce que vous savez leur formation? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont tous étudié aux États-Unis ou pas? Alors, j'ai
Absolument, je sais absolument pas. Concernant les ingénieurs, je ne saurais pas vous répondre. Par contre, sur l'opacité du réseau, je veux dire, il y a quand même beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là. Il y a beaucoup de projets de recherche. Et j'essaye un peu aussi d'aller dans ce sens-là dans ma thèse sur les questions de routage en fait entre les satellites, puisque nous, je pense que ce qui intéresse aussi les États, c'est de savoir par où vont passer les données. Par quel territoire, puisqu'en fait, à partir du moment où elles sortent du territoire national, eh bien, elles perdent en fait, les utilisateurs vont perdre une partie des droits constitutionnels qu'ils ont sur ces données. Typiquement, de manière générale, les lois extraterritoriales états-uniennes font que de toute manière, les données qui sont en la possession de l'entreprise américaine peuvent à un moment être réclamées par le gouvernement américain pour des raisons de sécurité. Voilà. Alors, ce petit génie qu'est Elon Musk, comment vous expliquez sa survenue, si je peux dire? Est-ce qu'il a su trouver suffisamment d'ingénieurs de recherche pour arriver là, pour s'imposer? Eh bien, en fait, alors à la base, Elon Musk, il y a, je pense, environ une dizaine d'années, il était déjà un milliardaire qui avait des projets, enfin, une dizaine d'années, bien sûr, oui, parce qu'il avait déjà développé ses fusées, il était déjà avec SpaceX, mais il était plus considéré comme un entrepreneur un peu lambda de la tech américaine. Il était considéré comme un, comment dire, je ne sais pas, comme par exemple le patron d'Apple ou le patron d'une grande entreprise américaine, mais il n'était pas encore politiquement aussi orienté. D'ailleurs, il a soutenu les campagnes démocrates jusqu'à Joe Biden, enfin jusqu'au premier mandat de Joe Biden. Après, il s'est un petit peu frité avec l'administration de Joe Biden et il a soutenu Donald Trump, mais il n'était pas particulièrement politisé, en tout cas ouvertement et publiquement, et je pense que c'est ce qui a fait aussi que du coup il a réussi à construire dans son coin ses entreprises de manière assez comment dire, en réussissant plutôt bien à mener sa barque. Il a, je pense aussi, après eu une image qui lui a permis de récupérer beaucoup de main d'œuvre parce que en fait il incarnait un peu cet Iron Man. Je pense que ça lui a aussi permis de faire rêver beaucoup de personnes dans la tech, parce que du coup, c'est un entrepreneur qui a quand même des communautés de fans assez impressionnantes. Il y a des pages Facebook, des pages de fans d'Elon Musk à peu près partout. Aux États-Unis, même pas que aux États-Unis d'ailleurs, mais c'est vraiment un phénomène. Donc je pense que peut-être que ça a aussi contribué à sa popularité. Et en fait, c'est vraiment, je pense que c'est à peu près à partir du Covid qu'il a commencé à vraiment avoir des discours de plus en plus politiques et à afficher en tout cas ses ambitions politiques de manière plus... maintenant, ça commence à, entre guillemets, poser problème, notamment au gouvernement qui se disent « Ah tiens, on ne veut pas forcément dépendre... » Enfin, dépendre d'un acteur privé, c'est une chose. Dépendre d'un acteur privé qui a cette influence-là politique et qui, en plus de ça, est particulièrement instable, parce que c'est aussi un peu ce qui caractérise Elon Musk, fait que c'est plutôt ça, je pense, qui inquiète aujourd'hui. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Et pour continuer là-dessus aussi, par rapport aux capacités du pool d'entreprises de Musk, donc tu nous as montré que il possédait un peu toute la chaîne, en tout cas pour la connectivité. Est-ce qu'il possède aussi des éléments de l'industrie extractive, je ne sais pas, par rapport aux matériaux qu'il faut extraire pour réussir à construire toutes ces infrastructures? Et si oui, est-ce que ça s'est ressenti après quand il a un peu travaillé dans l'administration Trump? Est-ce qu'il y a eu des indications de sa présence là-dessus ou pas? Alors sur l'extraction, je ne saurais pas te répondre. En revanche, je sais qu'il a quand même des industries pour la construction, notamment des véhicules Tesla. En Chine, il a pas mal d'industries. Et d'ailleurs, ça a été une question qui a un peu posé problème quand début du mandat Trump, puisqu'en fait, il assistait potentiellement à des réunions qu'il aurait pu influencer pour aller dans le sens de ses intérêts privés, notamment dans les relations sino-américaines. Mais sur la question des industries d'extraction, pas à ma connaissance, mais il faudrait creuser. Oui, tout à l'heure, j'étais à une conférence sur les enjeux de guerre. Et il semblait que donc la question de demain, c'est le rôle des drones.
et que c'est ça qui remplaçait pratiquement toutes les autres armes précédentes. Et donc, moi, je me suis posé la question, mais quelle sera l'arme qui va remplacer donc les drones? Et est-ce que c'est pas justement les communications? Et la deuxième question, c'est comment font les Russes et les Chinois actuellement pour équiper leur armée, quoi? Sur la question des drones, en Ukraine, en tout cas, Starlink a beaucoup été utilisé justement pour le guidage des drones, enfin pour les drones. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui a fait aussi ce qui a aussi réveillé un petit peu les consciences en Europe. Enfin, réveiller les consciences, c'est un grand mot, mais du fait que quand Elon Musk a interdit, donc, en tout cas, c'est comme ça qu'il l'a raconté, l'attaque de drones ukrainiens sur la flotte russe en mer Noire. En fait, il a quand même du coup décidé de lui-même d'annuler, enfin d'interdire une attaque ukrainienne parce qu'il estimait que ce n'était pas à son entreprise de rentrer dans des conflits internationaux, qu'il violerait le droit international en faisant ça, alors même qu'il est quand même utilisé effectivement depuis le début du conflit pour guider les drones ukrainiens. Après, est-ce que ça va remplacer les drones? Je sais pas. C'est une bonne question. Et que font les Russes et les Chinois? Eh bien, les Russes et les Chinois développent aussi des projets de constellation de satellites. Les Russes développent un projet depuis assez longtemps, c'est le projet Sfera, mais qui est un peu ralenti par, vous en doutez, l'effort de guerre qui pèse beaucoup sur les finances russes évidemment aussi les sanctions qui font qu'ils n'ont pas accès à tout ce dont ils auraient besoin pour mettre en place cette constellation. Donc le projet est un peu sur pause depuis 2022. Et la Russie a plusieurs projets. Donc il y a plusieurs entreprises privées qui ont développé des projets de constellation de satellites depuis environ 2018. On a eu des premiers projets qui sont apparus à ce moment-là. Et l'État chinois, en 2021, a lancé son propre projet, Guowang, qui vise un peu à devenir le Starlink national, enfin la constellation qui serait utilisée du coup en Chine. Mais vous vous en doutez, sur les projets chinois et russes, on a beaucoup moins d'informations disponibles. Donc ils développent, mais il y a beaucoup moins de communication, en tout cas, qu'Elon Musk sur les projets. Bonjour. Alors, moi, je suis tout dans le fond. Bonjour. Je crois qu'a priori, je suis la dernière question, mais peut-être pas, vu les mains qui se lèvent. Oui, moi, juste en écoutant et en voyant le sujet, ça me faisait penser à Gaël Musquet et l'OpenStreetMap, avec cette technique de cartographie collaborative qui repose sur l'open source et qui favorise aussi justement la prévention, si j'ai bien compris, justement des catastrophes, pour qu'aussi les personnes puissent avoir une certaine autonomie vers la prévention, vers les catastrophes. Et en vous écoutant, j'étais intriguée, je me suis dit, est-ce que justement, par rapport à la question, est-ce qu'il y a un concurrent peut-être à Elon Musk, je me disais peut-être qu'un tel système pourrait concurrencer. Et en faisant quelques recherches en parallèle, je m'aperçois que Gaël Musquet a prôné et se sert de Starlink. Alors du coup, ça m'interroge sur ce système Elon Musk très capitaliste et finalement en face des personnes qui sont des hackers, qui vont vers une autre dimension et une autre vision justement de l'open source et du collaboratif et qui finalement rejoignent cette stratégie-là. Est-ce que vous en savez plus à ce sujet? Comment on peut l'expliquer? Non, j'en sais pas plus précisément à ce sujet, mais par contre, ce que je trouve assez intéressant, et c'est un peu le paradoxe que je voulais un peu montrer aujourd'hui, c'était qu'en fait, quand bien même effectivement on voit tous les enjeux et les problématiques qu'il peut y avoir derrière l'utilisation de Starlink, on se rend bien compte qu'aujourd'hui c'est aussi un système qui permet effectivement, et c'est pour l'instant le seul, en tout cas dans certains contextes, pas toujours, qui permet en fait soit de réduire des inégalités numériques, soit de permettre d'accéder à des ressources et donc de développer une entraide à différentes échelles. Donc en fait, c'est un peu toute la difficulté, c'est tant qu'on n'a pas d'alternative. Et d'ailleurs, moi, je travaille sur l'Arctique canadien. Et en fait, les acteurs locaux n'ont pas forcément envie de dépendre de Starlink, sauf qu'en fait, ils n'ont pas le choix parce que pour l'instant, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de câble, les projets canadiens mettent des années à se construire et à se mettre en place. Et en fait, ils ont besoin, en fait, pour fonctionner, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau des systèmes d'urgence, des pompiers, etc. C'est vraiment une question
pas de survie, mais c'est une question de vie ou de mort quand même, dans certains cas. Donc c'est aussi toute la complexité. Tant qu'on n'a pas d'alternative, eh ben, dans certains cas, on ne peut pas faire autrement que s'appuyer dessus. Ah, cut the show. Ok. Merci beaucoup.